Voilà, je vous écoute. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Nous avons le plaisir de te recevoir pour une petite interview sur les questions de droit à l'image. Oui. Donc juste présente-toi, dis-nous ta profession et explique-la, dis-nous ton âge et voilà. Alors, je m'appelle Pascal. Là, je vais quand même le dire, j'ai presque 56 ans. Je suis réalisateur dans une télé locale depuis près de 30 ans. Et en quoi consiste ton métier? En fait, mon métier est assez polyvalent, c'est-à-dire que je peux faire du cadrage, du montage, du compositing, du mix vidéo et de la réalisation d'émissions et d'autres choses. Donc depuis quand exercez-vous votre profession? En fait, je suis sorti de l'école en 1990. J'étais sur le marché de l'emploi après mon service militaire en 91. J'ai fait différents boulots et là je suis à Antenne Centre depuis près de 30 ans. Êtes-vous confronté à des questions de droit à l'image dans votre profession? C'est courant, ça l'est de plus en plus. Ça ne l'était pas il y a bien longtemps, mais avec le temps et avec les différentes modifications de loi, etc., on y est confronté régulièrement, que ce soit avec des enfants, donc des enfants mineurs, que ce soit dans le cadre scolaire, dans le cadre d'une, je sais pas moi, d'une garderie, d'école, etc. Un autre aussi truc, enfin une chose assez courante, c'est que souvent nous sommes amenés dans des milieux hospitaliers à faire très attention à ce que nous faisons. Quand c'est dans un cadre scolaire, ce que l'on fait, c'est qu'on demande déjà en amont, quand c'est possible, aux enseignants, aux directeurs d'école, aux directrices d'école, de savoir qui peut être filmé et qui ne peut pas l'être. Et généralement, cette question est déjà résolue au départ, au sein de l'école, pour les réseaux sociaux, etc., pour les écoles. Et donc, on anticipe généralement ce genre de choses et les enseignants et les directions d'école sont informés. En ce qui concerne tout ce qui est milieu hospitalier, bon, quand il s'agit d'enfants mineurs, le problème est le même, il faut l'accord des parents. Quand il s'agit de malades conscients, effectivement, on va leur poser la question. Et quand il s'agit de personnes qui sont sous anesthésie, etc., là, effectivement, on évite. C'est déjà arrivé, par exemple, avec une collègue, qu'on fasse un service de soins intensifs Covid. Eh bien, toutes les personnes ont été masquées, floutées, etc., de façon qu'on ne puisse pas les reconnaître. Comment gérez-vous les droits à l'image de participants ou des participants à la télévision? Alors, je dirais que les reportages qui constituent à peu près 90% de mes occupations, là c'est du verbal. C'est-à-dire qu'on arrive, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans les écoles, on a très souvent pris le problème en amont et on dit voilà, verbalement, on ne fait pas signer de papier. Parce que vous pensez bien que si on doit commencer, quand on fait des reportages quotidiens, à demander l'autorisation écrite de tout le monde, on ne va pas s'en sortir. Donc il y a, je dirais, un accord tacite. Ça veut dire, on pose la question, on ne fait pas signer de papier, mais on doit recevoir une réponse oui, non. Et très souvent, quand c'est dans un cadre scolaire, parce que c'est là que majoritairement ça se passe, on met, je dirais, les élèves qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas être filmés dans un coin et on les désigne. Et voilà, au pire, si jamais il y avait un cadrage accidentel où on n'a pas d'autre choix, on les floute au montage. Mais bon, quand on commence à flouter ou faire d'autres choses au niveau du montage, ça prend un peu plus de temps. Ce qui n'est pas toujours très génial au niveau du news, où là, on est dans l'instant, on est dans l'info et on n'a pas toujours le temps de faire ce genre de choses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être confronté à une personne hostile par rapport à la diffusion de son image? Quand je dis hostile, c'est par exemple, vous l'avez filmé de manière accidentelle, vous vous retrouvez dans une situation où la personne veut voir les images. Racontez une anecdote et que faites-vous si ça arrive? Non, généralement, des personnes agressives, non, je n'ai pas eu la mésaventure.
Ce qui peut arriver parfois, c'est que on filme, on se montre. On ne commence pas à faire des caméras cachées, on se montre pour bien montrer qu'on est là. Et ce qui m'est arrivé une fois, je crois que ce n'était pas au sein du métier actuel, c'était une autre expérience où j'ai filmé des personnes, je me suis montré, et puis ces personnes, c'était un couple, si ce n'est que ce n'était pas le couple légitime. À savoir que le monsieur n'était pas l'époux de la madame, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il était en compagnie de la personne qui n'était pas censée être avec lui. C'était sa maîtresse, pour être simple. Et donc, après coup, il me dit gentiment, écoutez, évitez de nous montrer ou de diffuser la vidéo, parce que sinon, ça va poser des petits problèmes. Ce que j'ai tout à fait compris. Non, je réfléchis un peu, mais je ne pense pas que j'ai eu d'autres styles de mésaventures. Par contre, ce qui peut arriver, effectivement, c'est qu'on filme, je crois que c'est un bâtiment, une façade, un truc, et il y a le propriétaire qui sort et qui dit « Vous ne pouvez pas filmer ma maison ». Ben, si, parce que c'est sur la voie publique et que tout le monde peut la voir. Par contre, si la personne vous dit « je ne veux pas être filmé », que c'est sur la voie publique, ça peut poser problème, effectivement. Même si des caméras, les machins, etc., il faut toujours rester très prudent par rapport à ça. Je pense à l'émission Pas à Pas, qui, pour résumer pour nos spectateurs, qui est une émission de danse où c'est un petit peu un cours de danse, oui. Télévisé. Et donc, moi je me pose la question, comment vous faites pour les droits à l'image des participants? Parce qu'on n'est pas dans un cadre de reportage, ici on est plutôt dans une émission, dans un magazine, clairement. Moi, je ne pourrais pas trop répondre parce que je ne suis pas le producteur de l'émission, donc c'est généralement le producteur de l'émission, moi je la réalise. Avec d'autres collègues, je ne suis pas le seul. C'est souvent le producteur qui s'occupe de ça. Mais j'imagine effectivement qu'il fait signer un papier, donc un document physique, avec effectivement toutes les notifications de cession de droit à l'image. Alors, ce qui est important aussi, c'est que moi déjà dans les années 90, on faisait déjà pour des projets magazines, documentaires, fiction, que soit quoi. Mais il faut être vraiment très prudent, c'est-à-dire on demande aux personnes de céder leurs droits à l'image pour tout support connu, c'est-à-dire la chaîne de télé, les réseaux sociaux, toutes les plateformes, YouTube, etc. Ça, c'est une première chose pour toutes les plateformes connues et inconnues à ce jour. Donc on le faisait déjà dans les années 90. Okay ? Ça veut dire que si 5 ans après la diffusion de l'émission, pas du reportage, du documentaire, etc., il y a un nouveau média du style YouTube ou quoi qui est inventé, la personne pour dire « oui mais attention, moi j'ai dit que j'étais d'accord pour les supports connus à l'époque, mais pas pour les nouveaux ». Et là, il pourrait déjà vous faire des problèmes. Peut-on être rémunéré pour la cession d'un droit à l'image? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, dans l'ensemble de votre carrière, de rémunérer quelqu'un pour la cession de son image? Genre, vous payez cette personne pour qu'elle cède son image? Je crois que le problème ne se pose pas dans l'aspect financier. C'est-à-dire, il y a le droit à l'image. Et puis, il y a la rémunération ou pas de rémunération. Deux choses, à mon avis, qui sont distinctes. À savoir que qu'on fasse un projet, un court-métrage de fin d'année, de fin d'études, où il n'y a pas de budget ou très peu. Et puis il y a effectivement des projets qui sont rémunérés, que vous soyez figurant ou pas, etc. Eh bien, le formulaire qu'on vous fera signer sera le même. Peu importe que vous soyez rémunéré ou pas. Alors, à partir du moment où quelqu'un qui commence dit combien tu donnes, comme si je commence à rémunérer les gens qui veulent céder leur droit à l'image, personne ne va s'en sortir. Que ce soit en news, en documentaire, en fiction, c'est pas possible, quoi. Si vous commencez, ouais, c'est difficile. Ouais, combien tu donnes pour que je sois filmé?
faut quand même, c'est généralement sur le ton de la boutade, hein. Mais si on commence comme ça, on ne va pas s'en sortir, on ne pourra plus rien filmer, alors qu'on sait bien que avec un smartphone, avec un truc, sur les réseaux sociaux, c'est la même histoire. Les gens vont dire, oui mais attends, je veux qu'on soit payé. Non, c'est deux choses bien distinctes selon moi. Avez-vous des formations par rapport à droit image? Quand je dis formation, je parle, imaginons, il y a une nouvelle législation qui sort, la législation est modifiée, donc non. Non, on n'a pas de formation de ce style-là, on apprend sur le tas, quelque part. Et puis parfois, quand on a, ce qui est mon cas en tant que délégué syndical, on peut, nous, au niveau du syndicat, avoir effectivement des informations qui ne concernent pas le droit à l'image, mais au règlement général de protection des données. Donc le RGPD, qui est encore un truc qui a été inventé, qui ne concerne pas que le droit à l'image, mais qui le concerne également. Mais il n'y a pas je n'ai pas reçu de formation. Est-ce que vous pensez que l'IA facilitera le droit à l'image? Par exemple, est-ce qu'on pourra se passer de demander à des gens en fait s'ils veulent céder leur image ou pas? Pensez-vous que l'IA va faciliter par exemple en générant une image d'une personne complètement lambda au hasard? C'est-à-dire qu'on pourrait par exemple utiliser une image, la modifier, une photo sur Google, c'est ça, et qu'on pourrait la modifier, de faire une animation 3D avec ou des choses comme ça. Moi je pense plus par exemple je vous donne un exemple, vous allez dans un chatbot et vous lui dites... Un quoi? Un chatbot, c'est l'endroit où c'est la case où vous rentrez la demande pour le chat. Oui. Généralement, le chat IA et toute autre intelligence artificielle. Et ce que je veux dire par là, c'est est-ce que d'ici quelques années, quand on aura besoin d'un garçon pour illustrer un reportage, est-ce qu'on mettra pas ça dans le script du... Je pense pas. Je crois que le problème à ce niveau-là, il se pose déjà, c'est-à-dire que dans toutes les images et portraits qu'on peut trouver sur Internet ou n'importe où, et l'utilisation qu'on peut en faire avec l'IA par après, c'est-à-dire déformer les propos, des choses comme ça, c'est le vrai problème. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les personnages réels dans tout ce qui est reportage, news? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Par contre, il y a un gros souci qui se pose déjà, c'est l'intelligence artificielle avec les voix pour doubler les acteurs. Et là, c'est un gros souci. Et là, clairement, pour moi, ça ne va pas du tout, parce que déjà, ça pique du boulot aux acteurs, déjà. Et franchement, là, on est dans une dérive qui risque d'être plutôt malsaine. Est-ce qu'on va remplacer les acteurs? On les remplace déjà. Dans certaines séries où on fait les films, on fait revivre des gens. Voilà, je dirais que c'est au cas par cas et puis c'est une question de morale avant tout, plutôt qu'une question technique. Je veux dire, l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, reste de toute façon un outil. Et un outil, ce sont les humains qui les utilisent à bon ou mauvais escient. C'est tout. Est-ce que vous jugez, comment vous jugez l'évolution du droit à l'image à la télévision entre 1990 et 2025? C'est un monde de différence. C'est-à-dire qu'au début de ma carrière, ou quoi, dans les années 95-96, ce qu'on avait, c'est que quand on devait filmer des mineurs dans une école, ça ne posait aucun problème. Aucun. Je veux dire, ça allait, soit à la rigueur, qu'il y avait le prof ou quoi, ok, ça n'était pas, on n'insistait pas. Tandis qu'au fur et à mesure des années, effectivement, c'est devenu de plus en plus restrictif. Mais je dirais que ça ne se ressent pas que chez nous, dans mon domaine. Ça se ressent également, par exemple, dans le domaine de l'enseignement. Parce qu'avec l'évolution des réseaux sociaux, Facebook, etc., il y a une réflexion qui s'est faite au sein des enseignants, des écoles, etc., de savoir comment on pouvait, et si on pouvait publier des photos de classe.
avec les enfants dont les parents peut-être sont pas, etc. Il y a aussi parfois des enfants qui sont placés, etc. Là, ça pose des problèmes. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Eh bien, merci beaucoup Pascal pour cette interview. Voilà, c'est une fin d'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée, au revoir. À bientôt.